J'ai pas été plus optimiste que Michel Magny. J'ai déjà parlé, moi. Je m'appelle Sarah, je suis en M1 d'archéologie, parcours environnement. J'avais une question. Parlez sans votre masque, je suis loin. Et dans le micro. J'avais une question sur les truites. Comment on peut savoir que la pollution elle est protohistorique, par exemple, ou médiévale? En fait, on a fait une cartographie, on a pêché plein de truites dans plein de ruisseaux, et on s'est mis dans des endroits proches de mines anciennes, et on a essayé de voir si les truites qui en fait mangent des algues, qui ont les polluants encore stockés, auraient ingurgité les polluants. Et donc on s'aperçoit que cette démonstration-là n'est pas très facile à faire dans le Morvan, parce que c'est beaucoup plus diffus, et donc on n'arrive pas bien. Par contre, dans le Mont-Lozère, les mines sont peut-être plus récentes, plus extractives, peut-être plus polluantes, et bien les truites qui sont à proximité des mines, dans les ruisseaux, mais quand même à 1 km, hein, c'est pas, elles sucent pas la mine, elles sont quand même assez loin dans l'environnement, et elles sont polluées. Et non consommables. Et si vous voulez consommer des truites non polluées, il faut prendre des truites d'élevage vendues à Carrefour, qui en fait correspondaient à notre blanc. Les truites de Carrefour ne sont pas polluées, il n'y a pas de cadmium, il n'y a rien dedans. Par contre, les truites prises entre guillemets en pleine nature sont polluées. Voilà, là aussi, c'est pas si trivial que ça. C'est assez déprimant. Magali. Alors, merci beaucoup Christophe pour cet exposé qui m'a fait bien rire quand tu as lancé tes piques envers les historiens en particulier. Ah, dommage, t'es historienne moderniste et tout ça. Non, pas ma connaissance, mais j'en côtoie. Et donc justement, ça m'a parlé parce que je me souviens même d'un colloque à Copenhague en 2009 où il y avait beaucoup d'historiens de l'environnement. Et j'avais découvert ce monde-là et surtout j'avais été un peu effarée de voir à quel point ils méconnaissent tout ce que l'archéologie environnementale apporte sur ces thématiques-là. Et j'ai même un collègue contemporaniste qui a fait un article que je recommande à tout le monde dans un collectif sur l'histoire environnementale, parce que c'est un grand bilan en 20 pages de l'historiographie de l'histoire environnementale qui part des États-Unis, qui a évolué en Inde, en Angleterre, etc. Et pareil, on trouve pas trace du tout des apports de l'archéologie. Donc il y a vraiment comme ça deux communautés qui cheminent parallèlement, c'est étonnant. Par contre, je me permets du coup, je disais ça aussi pour souligner qu'il y a des espoirs. Par exemple, il y a un livre qui vient de paraître l'an dernier qui est passionnant de Jean-Pierre Devroy, qui est un médiéviste, qui s'appelle La nature et le roi. C'est une histoire environnementale, voilà, et qui en plus est intéressant parce que ça donne un autre angle de vue que celui que tu viens de nous proposer, qui était très axé sur les effets des activités humaines. Et son parti pris, enfin son point de départ est plutôt l'inverse, à savoir dans le cadre de crises alimentaires, famine, disette, pénurie, etc., qu'on peut identifier dans les sources, est-ce que ça s'associe à des problèmes climatiques, des calamités naturelles, des intempéries, des ravageurs de récoltes, etc. Et donc il fait ce travail d'articulation, mais qui est extrêmement complexe et qui verse pas du tout dans un déterminisme naturaliste. Donc ça c'est intéressant, et je pense que c'est là que c'est avec ce genre de personnes qu'on a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, Devroy utilise énormément les données archéologiques, paléoclimatiques, sans tomber dans voilà une espèce d'adoration des chiffres. Il le dit même explicitement. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, l'histoire environnementale totale, il y a la dimension des écosystèmes. C'est là que les archéologues ont beaucoup à apporter. Tu as dit, voilà, tu as parlé d'écosystèmes qui était finalement le terme plus pertinent. Mais il y a aussi ces dimensions que Michel Magny a évoquées tout à l'heure, les idéologies, les cosmogonies, les espèces, comme dit Devroy, les lunettes cognitives par lesquelles les hommes de telle ou telle période pensent justement ce rapport à la nature, est-ce que même ils les perçoivent aussi parfois de telle ou telle manière, et puis la dimension sociale, les mesures économiques, sociales, politiques, etc. Ce qui fait 3 dimensions en fait, et qu'il faut pouvoir articuler de manière beaucoup plus intégrée, quoi. Mais de part et d'autre, c'est-à-dire les historiens, et en particulier effectivement modernistes et contemporanéistes, mais je crois que c'est dû au fait que pour ces périodes-là, d'une manière générale, ils méconnaissent plus les apports de l'archéologie.
C'est pas pour rien que c'est un médiéviste qui intègre des données archéologiques, à mon avis. Et puis aussi, dans l'autre sens, en tant qu'archéologue, on a aussi ce livre de Devroy, par exemple, est passionnant pour nous dresser une image très complexe en fait du rapport à l'environnement, à la nature, ce que ça change du point de vue des sociétés dans une analyse micro-historique et en même temps qui propose un panorama assez global parce que l'échelle de son travail est quand même importante. Donc voilà, ça c'était un premier commentaire que je vais faire. Je suis d'accord avec toi sur le livre de Devroy, hein, qui est très intéressant, puis qui a une vision d'historien, c'est-à-dire qu'ils ont des dates, ils ont des processus très courts dans le temps, et voir quelles sont les répercussions. Alors que nous, en archéologie, le temps très court de la décision et de savoir comment ça a changé, on voit des phases de reconstruction, des choses comme ça, donc c'est toujours une demi-génération ou une génération. Le temps de l'historien, c'est des actes qui sont datés avec des choses qu'il peut vraiment analyser et avoir une vision très courte. Et là, c'est difficile que l'archéologie puisse apporter quelque chose parce qu'on reste toujours dans un flou chronologique parce que la temporalité de nos données n'est pas la même. Alors, oui. Sur les dates, en plus, c'est intéressant parce qu'il fait quand même aussi une critique de la datation dans les sources écrites comme possible proxy pour l'histoire climatique, en disant que tout aléa climatique n'est pas nécessairement mentionné. Voilà, et donc c'est vraiment une approche effectivement qui nous fait réfléchir tous sur nos données, l'essai de nos données, ce qu'on peut en tirer, etc. Et alors j'avais juste une dernière question, après j'arrête de parler, sur la période du Haut Moyen-Âge. Justement, ça m'a intéressée parce que tu évoques le Groenland. Alors je sais plus exactement quelle est la chronologie de ces fermes. 976, les premières, et on trouve plus de fermes et on trouve plus d'occupation. Après les le bateaux 12e. qui passent ne voient plus personne à partir de 1500. D'accord. De Vikings, ils voient encore des Inuits, mais ils préfèrent les voir de loin, parce qu'autrement, c'est tout de suite assez compliqué. Parce que je pensais aux travaux d'Isabelle Catédu, donc qui est une alto-médiéviste, qui travaille sur les campagnes alto-médiévales, qui a fouillé beaucoup d'établissements ruraux, alors dans le nord de la France. Et c'est vrai qu'elle a fait une thèse où elle développe finalement l'idée que ces populations avaient des pratiques de type développement durable, comme on dirait aujourd'hui, une agriculture raisonnée, de pas épuiser les ressources, d'une espèce, enfin voilà, je développe pas, mais ça me faisait penser à ça et je me disais, mais finalement, est-ce que c'est ça qui fait que l'impact sur l'environnement est faible, ou est-ce que c'est pas plutôt une simple et bête question de seuil démographique, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de monde et il ferait un peu plus polluant et agressif que de toute façon ça suffira pas. Et je me disais donc la carte archéo du Groenland, est-ce qu'on peut voir quels sont les sites vraiment contemporains pour évaluer la densité vraiment de ces établissements? Pour le Groenland, c'est assez bien daté. Même si tout n'est pas fouillé, hein, beaucoup de prospection, mais ça paraît assez bien documenté avec ce pic autour du 12e où il y a le maximum de gens. Mais pour revenir à ce que dit Catédu, évidemment il y a des problèmes de démographie, mais c'est très difficile de faire de l'agriculture traditionnelle sans épuiser les sols. Même si vous continuez à les amender, l'amélioration du sol est vraiment quelque chose de difficile, même si les apports en engrais, en fumure sont importants, le sol s'appauvrit toujours presque. Sauf des cas où vraiment c'est des plugins en Hollande, où là on construit des sols artificiels surenrichis puisque le sol naturellement ne peut pas être exploité par exemple. Mais en France, je pense qu'il y a toujours un appauvrissement des sols, ou en tout cas les modèles que nous offrent les pédologues, c'est vraiment toujours un appauvrissement, quelle que soit l'activité romaine ou avec la charrue à l'époque médiévale, des choses comme ça. Mais il y a toujours un souci des sociétés à garder le potentiel sol. Quand on regarde les parcellaires romains, il y a des limites parcellaires partout, il y a des murets, l'érosion est limitée à l'échelle d'une parcelle, donc là il y a une gestion, évidemment, pour conserver les sols dans le meilleur état possible. Mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment une conception très fine de je sais que je dois mettre en engrais pour continuer à ce que mon sol soit vraiment productif. Mon collègue Marguerite en Bretagne montre que des paysages des Landes, pas les Landes littorales parce que ça c'est vraiment naturel, mais il y a des Landes qui sont liées à la surexploitation du deuxième âge du fer. Et donc le sol a tellement été appauvri que c'est devenu des Landes parce qu'on ne peut plus rien en faire. Donc là aussi, ces sociétés-là étaient probablement conscients du fait que les sols, il fallait essayer de les entretenir,
mais ils sont partis avec des sols tellement pauvres qu'ils sont passés en dessous le seuil de productivité. Et donc, là aussi, ça dépend aussi de... Sur un podzol, vous allez facilement l'appauvrir et il devient improductif. Si vous êtes sur des sols bruns lessivés dans le bassin parisien, c'est quand même des sols beaucoup plus riches et pour une agriculture traditionnelle peuvent encore convenir, en sachant qu'on les amende progressivement. Mais c'est difficile d'imaginer si les sociétés paysannes perçoivent très bien, ils savent qu'ils doivent amender, entre guillemets, c'est dans leur modèle. Mais je ne sais pas jusqu'où. C'est comme on pensait que la domestication, on allait sélectionner les animaux de plus en plus gros producteurs de viande. Et en fait, Sébastien Lepetz a montré qu'il n'y avait pas de volonté de sélectionner les animaux. Ils étaient plus gros parce qu'ils mangeaient mieux, mais pour plein de conditions. Ce n'est pas une volonté directe du paysan. Est-ce que la jachère ou les techniques de rotation et d'assolement trigonal ne sont pas une réponse à ça? Ah si. Si. Ah non, mais... Donc là, c'est conscient. Le modèle est quand même assez résilient de l'agriculture médiévale. Hein, on ne surexploite pas, on réentretient, on remet de l'azote, on laisse la terre se reposer. Ça, c'est un modèle qui marche relativement, mais qui appauvrit toujours les sols, d'après moi. Mais sur du temps très long. Et donc là, on n'a peut-être pas eu le temps de voir que ça s'appauvrit beaucoup. Bien. Merci, Christophe. Oui. Juste une question bête. À propos de l'impact faible et local de l'agriculture viking, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'ils sont partis et depuis des siècles, ça a eu le temps de se reconstruire? Alors, là, évidemment, on peut regarder les sols actuels, oui, qui sont l'héritage de 10 000 ans de création du sol, plus le petit épisode viking. L'intérêt du travail qu'on a fait, c'est que les sols, entre guillemets, érodés, se retrouvent stockés dans les lacs et on a étudié ces sédiments érodés. Et donc là, on voit vraiment que les sols ont été quand même plus de 2 fois plus rapidement érodés qu'avant et après. Donc là, il y a vraiment un impact, mais je ne crois pas au fait que les sols empêchaient l'agriculture. Ça n'a jamais été des sols extraordinairement faciles à cultiver. Quand vous êtes à 60 degrés de latitude nord, que vous avez 6 mois de nuit par an, c'est les conditions limites de l'agriculture. C'est aussi pour ça qu'on voulait travailler sur ces secteurs-là. Déjà, ils ne sont pas venus longtemps, donc ça permettait de vous montrer un modèle relativement simple. Quand je dis multiplié par 2,5, on l'a bien compris. Si vous faites ça dans le bassin parisien, vous ne savez jamais quel est l'état, entre guillemets, précédent à la période que vous étudiez. Je ne dis pas naturel, puisque rien n'est naturel. Mais si j'ai quantifié l'érosion à l'époque romaine, où je dis vraiment c'est très important, mais l'état de l'environnement quand les Romains ont développé leur agriculture n'était pas déjà transformé par une agriculture de l'âge du bronze, du premier âge du fer. Donc c'est difficile de rapporter toujours les processus à une période sans tenir compte de l'état antérieur. Donc c'est pour ça qu'au Groenland c'est facile, il n'y a pas d'agriculteur avant et pas d'agriculteur après, jusqu'à 1900. Oui, Michel. Merci. J'étais impressionné par le diagramme où tu nous as montré l'évolution du nombre de sites. Hein, c'était dans le bassin parisien, hein, voilà. Et en particulier par les sauts qu'il y avait entre néolithique, protohistoire, et puis après le saut avec l'Antiquité. Donc à ce moment-là, c'est quoi? Tous les sites ne sont pas du même ordre, ou il y a des problèmes taphonomiques ou... Là, j'ai repris 15 graphiques, c'est un travail je trouve remarquable de Vincent Riquier et de ses collègues de l'INRAE autour de Troyes, secteur qui est très largement diagnostiqué archéologiquement et qui permettent d'avoir une carte archéologique représentative des occupations. Et donc, ils ont fouillé beaucoup, et puis finalement, on trouve toujours le même processus. Il suffit de fouiller 100 hectares, et finalement, vous allez trouver un site de telle période. Et donc là, au bout d'un moment, c'est valide statistiquement. Bah, d'après moi, on a déjà pas mal discuté. Et donc, ces courbes-là, les grandes tendances sont justes. Après, les microséquences, on peut encore discuter, parce qu'après, l'un des problèmes archéologiques basiques, c'est quelle est la validité de la chronologie que vous
vous attribuez à tel site. Il est daté à 10 ans, 50 ans, 100 ans, et si vous ne faites pas plein de dates C14, c'est compliqué. Si ce n'est que le modèle que montre Vincent Riquet, c'est il y a une occupation dans le bassin parisien néolithique, mais elle est toujours très faible quand on voit la quantité de sites. Donc on ne parle pas de démographie, mais en lieu d'implantation, je pense que c'est valide. Là, j'ai pris les sites, mais aussi les parcellaires, pas mal d'autres données pour que la courbe soit le plus significative possible. Mais là, on peut encore... Ah, il y a des sauts. Ah, évidemment. Et des périodes, par exemple, de plus de 200 ans où on ne trouve pas les sites. Et ça... Ah oui, à l'Athènes ancienne, je ne dis pas qu'il n'y a personne. En tout cas, on n'identifie pas les sites. Donc, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Vous n'allez pas dire à l'archéologue qu'il rate tout le... Mais peut-être. Hein, mais... Et là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette période-là qui dure 200 ou 300 ans, comment l'environnement revient. Et ça, l'archéologue, il ne sait pas. La forêt, elle est revenue, ou est-ce que les champs étaient encore un peu là, mais les sites d'habitat se sont regroupés? C'est tout le problème aussi de l'époque médiévale, où la manière d'habiter n'est pas la même. On a des villages. À l'époque romaine, on a des fermes dans tous les sens. Et donc là aussi, le nombre de points d'habitat est peut-être à prendre en considération, mais pas uniquement. Les espaces agricoles ne sont pas connus. Donc, est-ce que... Parce qu'en 2 siècles, là, normalement, la forêt, elle revient. Hein. Donc, est-ce qu'ils retrouvent un paysage reforesté à l'Athènes finale, qui vont redéboiser, ou est-ce que c'était des friches ou des choses? Ça, on n'a pas encore cette idée. Mais je préfère travailler à cette échelle-là, chronologique précise, sur un petit secteur, parce que ça permet d'oublier les grandes tendances où on voit, voilà, il y a quand même des hiatus. La forêt post-antique, elle est revenue dans le bassin parisien. Et après, c'est défriché. Donc là aussi, il y a un minimum forestier que tout le monde estime au XVIIIe siècle, parce qu'on a toutes les cartes. Mais je pense aussi qu'il y a un minimum forestier, peut-être moins important, mais je l'estime mal, à l'époque romaine. À l'époque romaine, je pense qu'il n'y a même pas beaucoup de forêts dans le bassin parisien. Il y a des arbres dans toutes les haies. Ça fait du bois. Donc c'est un mode de gestion qui est différent. Mais là, je ne crois pas qu'on soit encore bien sûr de nous. Les forêts actuelles, Rambouillet, Fontainebleau, etc., ça daterait du Moyen-Âge. Du 7e siècle, puisque dans toutes ces forêts-là, on trouve du parcellaire romain. Donc il y a du romain partout. Alors, on peut trouver des espaces boisés de temps en temps, mais vaut mieux aller... et si vous faites du LIDAR, vous gagnez à coup sûr, il y a tout le temps des sites romains dessous, sauf si vous êtes au fin fond des Vosges et des Ardennes, ou du Jura. Il n'y a pas de site romain dans le Jura, donc je ne sais pas pourquoi vous continuez à faire du LIDAR. Non, sauf pour trouver des structures plus anciennes ou plus récentes, mais pas du romain. Mais dans le bassin parisien, il y a du parcellaire romain partout. Même dans des forêts qui sont emblématiques de la vision naturaliste. Fontainebleau, c'est quand même, comme Yellowstone, c'est les 2 grands sites mondiaux qui ont défini ce qu'était la nature primaire, non touchée par l'homme. Vous travaillez à Fontainebleau, vous dites que la forêt, elle n'a pas plus de 2500 ans, et qu'il y avait des Romains partout dans la forêt. Donc là aussi, la conception de nature est pas facile. Bien, on peut... J'avais une remarque par rapport à la richesse en fait des données qui ont été présentées là sur les 3 exemples de ce que peut apporter l'archéologie environnementale. Et dans la mesure où on voit bien que certains effets sont irréversibles, en tout cas à moyen terme, ma question était comment on peut valoriser ces données-là qui sont acquises dans le cadre de ces études pour les utiliser dans le cadre des politiques publiques pour la gestion de l'environnement, mais actuellement, puisqu'on voit bien, en fait, travaillant au BRGM, au Service géologique national, on réalise pour le ministère des tas de bases de données sur l'environnement, donc par exemple la base de données sur les sols pollués, la base de données des fonds géochimiques des eaux, avec les anomalies géochimiques qui sont liées à la nature des roches dans laquelle transitent les eaux, etc. Et là, on voit bien que tous les exemples qui sont donnés, les résultats de ces études, ont leur place
dans ces bases de données nationales pour la gestion actuelle de l'environnement et des ressources. Et donc, on voit bien à travers là tous ces exemples qu'on passe à côté de... Enfin, que les administrations et que les services de l'État qui ont à gérer l'environnement via ces bases de données passent à côté de mines d'informations que sont les données de l'archéologie environnementale, et puisqu'on ne garde finalement que l'histoire récente qui sont bancarisées, et tout ce qui est ancien n'est pas pris en compte. Or, on voit bien qu'il y a encore un impact actuel. C'est une question ouverte, une remarque que je me faisais en ayant écouté ça. Oui, ce serait bien que les actualistes, environnementalistes, gestionnaires de l'environnement actuel aient une vision plus longue dans le temps que ce qu'on leur a appris. Mais leur cursus, leur formation, est une formation technique de biologiste, d'environnementaliste, d'hydrogéologue, et il y en a encore très peu qui imaginent que les nappes phréatiques évoluent plus anciennement que depuis 50 ans. Je pense que c'est de la formation, peut-être que c'est dans le cadre de partenariats. Je pense qu'il y a quand même, les parcs sont quand même assez sensibles à ça. Mais c'est déjà des gens sensibles à ça. C'est pas la gestion générale de l'environnement. Et de notre part, on n'a pas formalisé une façon d'intégrer ces données-là pour l'actuel. Tous les carottages, toutes les analyses qui ont été faites sont dans des formats improbables, dispersés dans la communauté, dans les labos, dans les archives qui se perdent, parce qu'on n'a pas ce souci de big data. On sait très bien que nos données sont valides que spatialement en fonction des méthodes qu'on a utilisées, mais les climatologues y arrivent, les palynologues y arrivent, hein, ils ont des bases de données maintenant. C'est peut-être plus facile de rentrer des données un peu factuelles, raconter des pollens sur tel forage, ça se rentre assez bien. Sur des modèles de relations société-environnement, c'est des systèmes plus complexes et je ne sais pas comment leur dire. Mais normalement, les gens du Morvan savent que maintenant les sols sont pollués depuis longtemps et qu'il faut vivre avec et valoriser la forêt d'aujourd'hui, mais tout ça est mieux perçu parce qu'il y a BIBRAC qui est une grosse structure archéologique, mais aussi politique, sociale, environnementale, tout est lié à ça. Et après, les communautés de communes sont intégrées à tout ça. Donc c'est plutôt avec des systèmes locaux de communautés de communes que ce genre de choses peut être au moins transmis à la population et aux gestionnaires. À une échelle nationale, je ne sais pas, mais ça, la faute est aussi aux archéologues. On n'a pas toujours misé. Et, en tout cas, je pense que... Voilà. Moi, je voulais apporter donc une note optimiste dans tout ça, parce que je me dis que des dispositifs comme le LabEx Dynamite, dans lequel nous sommes inscrits, pourraient jouer ce rôle de rapprochement. D'ailleurs, ils ont été créés pour ça, pour rapprocher des acteurs dans différentes disciplines, dans différentes périodes, dans différents domaines, différentes spécialités. Et c'est typiquement un endroit où les archéologues peuvent croiser les historiens, les actualistes, les représentants du monde économique, socio-économique actuel. Mais effectivement, il faut prendre conscience que la convergence n'est pas encore celle que nous souhaitons et agir en fonction. Oui, moi aussi pour être optimiste et pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, ça se passe pas de la même façon dans tous les pays. Par exemple, on a préparé cette présentation pour le ministère de l'Environnement du Portugal, qui nous avait demandé au mois de juin, via le parc de la vallée du Coa, de faire une présentation dans un petit colloque sur l'Anthropocène et le changement climatique, d'introduire une présentation en archéologie environnementale pour justement présenter ça dans le temps long. Donc en fait, on a mis le paquet sur tout ce que vous venez de voir là. Et bon, évidemment, on n'a pas eu de retour du ministère de l'Environnement portugais, mais en tout cas, ils étaient demandeurs. Voilà, donc peut-être que ailleurs, ça se passera comme ça aussi. Ça aussi, toi aussi. Voilà, vas-y.
Oui, effectivement, c'est une question super intéressante. Et ce que je pensais en vous Cyril écoutant, Castanet. c'était que je voyais sur l'eau, par exemple, le cadre législatif, la directive cadre eau, la loi LEMA sur l'eau et les milieux aquatiques, elle invite chercheurs et gestionnaires à prendre en compte notamment ce qui est parfois perçu comme état de référence qui pose question, mais en tout cas les héritages. Et il y a ce cadre-là de travail qui peut associer chercheurs et gestionnaires sur les espaces clés où l'état des lieux, des forces font que, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des moyens, etc., ce travail peut être fait en collaboration et apporte effectivement un regard nouveau, et pour le coup ça bouge dans ce sens-là, notamment Big Data, tout ça. Par contre, il me semble, mais peut-être sans certitude, qu'aujourd'hui, on n'a pas ce cadre-là pour le sol. On peut peut-être l'avoir sur le sous-sol, mais pour le sol, on l'a pas forcément, me semble-t-il, ce cadre législatif. Et c'est pas une aide. Alors on va y aller, je pense, mais on n'y est pas encore, et ça permettra de progresser en ce sens-là, sans doute. Donc du coup, le sol qui réunit les acteurs de l'actuel, du passé, et du coup les héritages, quoi. Rebondir aussi sur cette remarque, donc qui nous stimule tous, pour dire que il me semble, tu vois, Christophe, que tu as évoqué les bases de données. Où vous, je sais plus, il y a eu un échange là sur la notion de base de données, et je pensais à l'expérience de Cédric Lavigne qui est intéressante dans le sud-ouest de la France, parce que justement il travaille avec des collectivités locales, mais de nature très différente. Par exemple, récemment avec le Conservatoire du Littoral, c'était une problématique qu'il portait, ce conservatoire, d'hydrauliciens. De gestion en fait dans un espace qui relevait de leurs compétences, de problèmes liés à un cours régularisé, dont ils n'avaient pas l'historique en fait. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont commandé cette étude donc on dit archéogéographique, et ils ont été la chercher, ils étaient assez contents des résultats. Et je pense que ce qui fait aussi que ça transite bien, c'est le passage par la carte, plus que la base de données en fait. C'était comme un espèce de support partagé qui permettait de déployer plus facilement les passerelles. Donc je pense que la réflexion sur effectivement comment on passe d'expérience locale à une expérience aussi peut-être plus large, ça peut être autre chose que simplement les bases de données, mais la cartographie peut frapper, être un outil assez pédagogique. Bien sûr, ça, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et pour aller dans le sens de Cyril, sur les sols où en fait je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, hein. Quand même, les archéologues, c'est des gens qui fouillent le sol, d'imaginer que le sol actuel n'était pas le sol de l'âge du bronze, déjà c'est pas si simple que ça, et on est souvent encore assez limité. C'est-à-dire que les philologues, ça c'est dans leur culture, on voit une culture d'historien, une culture de processus et de voir l'état du sol actuel. Et c'est pour ça que les géomorphologues comme nous sont pas formés de la même façon que les pédologues. Alors, il y a quelques pédologues qui veulent faire une histoire des sols, mais la communauté là se réduit, hein, c'est pas très nombreux, et on a la difficulté qu'on ne peut pas, ou on n'a pas encore les moyens de faire une cartographie des sols du néolithique, de l'âge du bronze, de l'époque antique, d'aujourd'hui. On prend des cartes d'aujourd'hui et on se dit qu'est-ce qui a pu changer, et on bidouille en fonction d'un certain nombre de paramètres pour se dire les colluvions ils ont pu se développer, les alluvions ont changé, les sols de plateau ont pu évoluer de telle façon, mais on n'a que des modèles et on ne peut pas spatialiser toute cette information-là. Mais on sait que les sols du néolithique ne sont pas les sols que l'on a sur les cartes actuelles, mais on a quand même les fonds de cartes actuels qu'on utilise pour mettre les sols néolithiques. Et j'ai essayé pour l'époque romaine de dire qu'il fallait transformer les sols pédologiques actuels pour faire des cartes de sols romains, de l'époque romaine, et il y a très peu d'endroits où on peut le faire. On peut avoir des idées générales, que je puisse l'avoir, mais c'est très difficile de quantifier spatialement la qualité des sols, la productivité des sols à l'époque romaine. Moi, je ne peux pas dire ce que c'est. Et les pédologues, pas tellement, parce qu'ils n'ont pas les outils. Ils peuvent calculer tout ce qui se produit actuellement sur ce sol. Mais qu'est-ce qui se passait il y a 2000 ans? Ils ne savent pas bien comment tout ça a évolué, parce que c'est lié à leur formation. Ce n'est pas des historiens de formation, entre guillemets. Un sol, c'est des horizons, et on doit les décrire et comprendre les processus qui se passent dedans. Mais est-ce qu'il y a des processus plus anciens qu'on peut repérer, à part les archéopédologues qui font avancer beaucoup de données, et quelques pédologues emblématiques comme Roger Langor, qui ont vu qu'il y avait une histoire dans les sols qu'il fallait les lire, et que c'était pas...
il n'y a pas beaucoup d'articles. Autrement, on est tous géomorphologues et on regarde ce qui a été érodé, et puis là, on a le temps, on a les sédiments qui se sont accumulés, on raconte une histoire tout simple. On peut continuer le débat dans la dernière demi-heure. Est-ce que Michel et Laure et Michel voulaient venir devant ou... Allez, on peut se mettre là. On fait semblant de prévoir ça. Allez, tu es obligé de venir devant. Pour essayer de réaborder quelques questions ou si d'autres personnes veulent insister sur des thématiques. Vas-y, mets-toi au milieu. Des thématiques qu'on n'aurait pas développées avec Michel pour essayer de voir Ça fonctionne comment Ça fonctionne voir l'anthropocène, voir l'anthropocène à travers l'archéologie. Donc j'avais sélectionné un certain nombre de questions avec Michel, Laure et Michel, pour essayer de réinsister sur un certain nombre de thématiques. Alors, Michel, dis-nous ce qui est important, ou Laure, allez-y. Oui, moi je vais commencer juste en abordant 3 points pour être sûr de ne pas les oublier, et puis après on voit ce qu'on fait avec. La première chose, c'était, dont on a peu parlé, mais qu'on a signalé quand même, et qui est aussi décrit dans ton livre, Michel, c'est l'impact anthropique dans les sociétés, en tout cas pour le paléolithique. Donc là, on parle au moins pour l'Eurasie, des chasseurs-collecteurs. Là, je vais juste faire une petite remarque du point de vue de l'impact sur la faune. Tu as parlé de la grande faune, de la mégafaune, etc. Donc, je voudrais dire que tous ces travaux aujourd'hui, ils sont très controversés pour plusieurs raisons. D'une part, présenter les données sur la période, si j'ai bien compris, 50 000, 5 000, alors ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible parce que la fin du Pléistocène, même si la disparition de la grande faune, elle commence déjà avant 50 000, avec vraiment une augmentation à partir de 25 000, à partir du moment où on passe cette barre de 25 000, 20 000, et surtout le cap du Pléistocène-Holocène, là, non seulement on va changer en partie d'espèces, on va avoir une répartition des populations qui sera différente, et surtout, on a la mise en place, alors on n'en a peut-être pas bien parlé, des biomes de l'Holocène. Je vais revenir dessus juste après, avec des faunes pour les biomes de l'Holocène, au moins pour l'Eurasie, qui vont se mettre en place, et qui nous disent bien que, en tout cas, la biomasse animale à partir de l'Holocène, elle, en tout cas pour les grands mammifères et notamment les grands herbivores, elle chute. Avant la fin du Tardiglaciaire, on est dans un espèce de biome, on va dire sous les espaces englacés de la steppe à mammouth, dans lesquels on a quelques espèces, alors ok, qui pèsent pas 350 kilos chacune, mais enfin bon, bison, mammouth, on connaît tout ça très bien. Et la caractéristique de cette steppe à mammouth, pour l'instant pas remise en question, au-delà de sa diversité plus importante que ce qu'on croyait, c'est que la biomasse animale, comme dans les savanes actuelles aujourd'hui tempérées ou du sud, est très importante, bien plus importante que ce qu'elle va être plus tard. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est pas parce que le nombre d'espèces importantes ou de grande taille ou ce qu'on veut diminue que la biomasse animale diminue systématiquement. C'est deux choses différentes. Absolument. Oui, Donc oui, ça oui, va vraiment dépendre du développement des populations. Voilà. Aujourd'hui, la biomasse animale dans le Grand Nord, dans ce qu'on imagine, en partie à tort, mais on va dire globalement vrai, le Grand Nord, l'équivalent de ce qu'on avait en Eurasie pour la latitude à peu près 50, ce sont plusieurs espèces de grands herbivores qui sont capables de vivre. Aujourd'hui, à cette latitude, par exemple en hiver, il y a un seul grand herbivore pour tout cet espace-là. Il y en avait une dizaine à l'époque, d'accord? Donc, faut bien faire attention. Et à partir, en tout cas, du début de l'Holocène, là, on va se retrouver, en tout cas, pour nos espèces, on va dire dans le biome Europe tempérée, forêt caducifolie, etc., avec un nombre d'espèces, en tout cas pour les grands herbivores, relativement limité par rapport à ce qu'il y avait là il y a 25 000 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que
Notre capacité à parler de la biomasse animale et son évolution entre 50 000 et 10 000 d'une part, qu'on connaît plutôt bien, mais surtout son évolution dans le monde entier pour tout le reste de l'Holocène, ça me paraît encore aujourd'hui quelque chose de très difficile. Voilà. Oui, oui. Je pense que tu as raison de souligner tout ça. Il ne faut pas du tout confondre, comme aujourd'hui d'ailleurs, entre l'importance des populations et puis le nombre d'espèces qui subsistent ou qui sont menacées. C'est deux choses complètement différentes. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui de la chute de la biodiversité, en évoquant la chute d'abord des populations, c'est ce qui va préparer la chute des espèces, mais c'est vraiment deux termes différents. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez explicite pour prolonger ce que tu dis, qu'a mis en évidence quelqu'un comme Francesco De Rico, où en répertoriant le nombre de sites pendant le paléolithique supérieur, pendant le maximum glaciaire, on s'aperçoit que pendant les phases les plus froides, le nombre de sites n'a pas tendance à diminuer, au contraire, et met ça en relation avec cette abondance des grands troupeaux qui peuvent soutenir une population assez facilement. Donc, en fait, il y a des choses contre-intuitives comme ça. Donc, clairement, tout à fait d'accord avec toi sur le fait de bien distinguer population et nombre d'espèces. C'est deux choses. Ok. Alors, une autre chose, et je m'arrêterai avec ça, là par contre, je pense que tu vas pas être d'accord avec moi, au niveau de, non pas de la définition de l'Anthropocène, comme une période où on a un accroissement sans équivalent des gaz à effet de serre, mais sur, on va dire, sur l'endroit où on va placer l'Anthropocène dans l'échelle géologique, et surtout le fait d'en faire, si j'ai bien compris, un étage particulier, c'est-à-dire de le séparer de l'Holocène. Alors ça, pour moi, c'est un... Si tu en fais un étage particulier, tu le mets dans l'Holocène. Non, pardon, une époque, excuse-moi. Une époque. Voilà, c'est bien ton premier schéma avec l'Anthropocène tout en haut. La recommandation, c'est pas mon schéma. Hein. Non, je sais. Moi, de toute façon, là-dessus, je ne fais que retranscrire le débat qu'ont les géologues entre eux. Mais ce qui a été recommandé par le groupe de travail sur l'Anthropocène, donc qui appartient à l'Union internationale des géologues, c'est de retenir l'Anthropocène comme époque. Voilà. Et de la faire commencer en 1950. Voilà, donc juste après l'Holocène. Voilà. Oui. Donc pour moi, ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que tu as dit toi-même, alors parce que le seul argument pour moi, c'est que tout dépend du point de vue duquel on se place. C'est-à-dire que si effectivement on regarde la jolie courbe que tu as faite avec l'augmentation des gaz à effet de serre, on voit très bien. Alors qu'on est à une époque particulière ou pas, je sais pas, mais en tout cas qu'on est à un moment précis et qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est une crise dans l'Holocène? Est-ce que c'est une nouvelle époque? Voilà, ma question c'est ça. Mais surtout, tout dépend du proxy qu'on prend en compte. Tu as dit toi-même, alors si je me trompe pas, qu'on n'a pas encore atteint du point de vue sur le globe en moyenne, on n'a pas encore atteint la température qu'on avait à l'optimum climatique au néolithique. On n'y est pas encore. Holocène, on approche. Tu veux, il y a un objet qui est fantastique de ce point de vue-là, c'est Ötzi, qu'on a retrouvé dans les Alpes. Voilà, donc qui montre très bien que pour le moment, on a atteint le niveau de température qui prévalait au moment où Ötzi vivait, c'est-à-dire à peu près 3200 avant Jésus-Christ. D'accord, donc c'est pas une nouveauté. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, en tout cas ce qui change, c'est l'agent. Je préfère le facteur qui a provoqué ça, la rapidité avec laquelle ça a été provoqué et qui, pour la première fois en revanche, se manifeste dans cette hausse des gaz à effet de serre. Donc, pour moi, je vois pas pourquoi on veut absolument placer l'Anthropocène, en tout cas le définir comme une époque, voilà, après l'Holocène. Et qu'est-ce qu'on a de plus comme argument que pour le garder
à l'intérieur de l'Holocène en disant c'est une crise et on va voir ce qui se passe parce que le problème c'est que tu expliques bien dans ton ouvrage qu'on doit considérer l'homme comme un agent géologique. Alors ça, pour moi, du point de vue terminologique, c'est un autre problème, mais on va pas s'apesantir là-dessus. Un agent géologique, alors admettons, mais en tout cas, c'est pas un agent géologique comme les autres et comme ceux d'avant. C'est-à-dire que quand il fait chaud, que le glacier fond, d'accord, que la rivière s'écoule, etc., je crois pas que ça réfléchisse beaucoup, qu'il y ait beaucoup de choix à faire. C'est, je vais dire mécanique, je suis pas géologue, d'accord. On va dire Physique. Ok, merci. Voilà. En revanche, là, nous, on a fait des choix. Alors, ils ont été conscients, inconscients, réfléchis, pas réfléchis, etc. On a toujours des choix à faire. Et en tant qu'agent géologique, on peut quand même aussi faire des choix. Et on en est là aussi parce qu'on en a fait en amont. Donc, pour moi, c'est un peu ennuyeux de considérer l'homme. Est-ce qu'on considère l'homme comme un agent géologique comme les autres? Et sinon, ça veut dire, ou en tout cas en amont, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, ou en tout cas on peut modéliser, tu l'as dit, à court terme et produire des scénarios. Voilà, si on ne fait rien, voilà, dans 20 ans on est à plus, etc. Si on fait quelque chose, etc., etc. Mais on peut pas prévoir. Ça, c'est pas physique ou c'est pas mécanique. Donc pour moi, le fait, avec ce genre de caractéristiques du point de vue de la modification, simplement parce que les gaz à effet de serre augmente très vite et dans une proportion jamais reconnue, tout ça provoqué par l'homme qui est une espèce animale sur Terre, qui a envie de se développer et de dominer son environnement. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Pour moi, à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que, ok, on peut définir cette période comme une... alors pas une époque, mais un étage éventuellement. Voilà, de l'Holocène où on dit là il se passe quelque chose, on n'a pas de recul, on ne sait pas comment ça va se finir. Et puis cet agent géologique là pour la première fois, c'est quelque chose de spécial. On le laisse dans l'Holocène parce que quand même l'Holocène dès le départ, il est aussi défini, il a comme caractéristique l'établissement des biomes actuels. Et ces biomes là, ben on a peut-être des petites crises, il y a peut-être des limites d'aridité, de climat froid, de tout ce qu'on veut qui bouge un peu, mais les biomes de l'Holocène, ça reste nos biomes. Donc pour moi, en tout cas vu du point de vue de l'histoire de société et de l'environnement, je comprends pas pourquoi on veut absolument, ou en tout cas ce qu'on a comme argument de plus pour mettre l'Anthropocène dans une autre époque que l'Holocène. Voilà. Quelle est ta question précisément? C'est pas une question. Oui, voilà. C'est une remarque. Oui. Non, mais si, ma question c'est pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas cet Anthropocène-là qu'on connaît encore très mal et qu'on pourrait simplement ranger au rang d'étage, voilà. Est-ce qu'on ne laisse pas comme un étage? Pourquoi est-ce qu'on veut vraiment en faire une époque? Et est-ce que pour toi il y a plus d'arguments que ce que je viens de dire? Non, puis disons que je te dirais assez clairement que ce débat me paraît assez formaliste. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on le garde comme étage? Est-ce qu'on en fait une époque nouvelle? Il y en a même qui ont proposé, je te disais, une ère. Alors, avoir aussi peu de recul pour commencer une nouvelle ère géologique, ça paraît très prétentieux. Comme tu dis, on ne sait pas de toute façon où tout ça va aller. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on arrive à poser le problème de cet impact anthropique actuel sur la planète dans toute sa réalité, et qu'on arrive à partir de là à mieux comprendre les processus, et donc après proposer, ou en même temps, hein, mais très vite, proposer des solutions. Voilà, moi, c'est ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que tout le monde soit OK sur le fait qu'en ce moment, c'est l'impact anthropique qui est devenu de plus en plus fort et donc dangereux pour l'habitabilité de notre planète. Et voilà, tu sais que, bon, tu parlais de biome, aujourd'hui même on parle d'anthrome. Hein. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle de biome, on parle de zones d'assemblage biologique qui sont naturelles, où l'homme n'intervient que comme un animal comme un autre, mais sans être prépondérant. Et aujourd'hui, on arrive à une situation telle, au moins dans certaines régions, que la distribution, les caractères de ces biomes sont complètement bouleversés par l'impact de l'homme. Et donc, comme on parle d'anthropocène, on va parler d'anthrome. Voilà.
Et quand, bon, pour dire une dernière chose sur ce que tu évoquais à propos de l'homme en tant qu'agent géologique. Pour moi, ça, enfin, quand on prend des articles comme ceux de Chakrabarty, hein, il faut surtout retenir de cela que l'homme maintenant a atteint une puissance d'impact qui l'amène à l'échelle globale. Donc, qui aurait pensé il y a 10 000 ans, il y a 50 000 ans, qu'on pourrait transformer, affecter la composition de notre atmosphère et donc non seulement changer le climat à l'échelle locale, mais cette fois, pour ne parler que de ça, l'enjeu, il est vraiment global, quoi. C'est-à-dire que l'évolution et on est à un point, je crois que j'évoquais ça quand on bavardait à table avant cet après-midi, les modélisations qui sont faites montrent que si on va sur notre lancée actuelle, en 2070, ce qui finalement, moi je ne connaîtrai pas ça, mais il y a largement suffisamment de monde dans la salle qui connaîtront cette période-là, on sera à peu près 10 milliards, enfin mettons 9 milliards bien tassés d'individus. Eh bien, à ce moment-là, il y aura à peu près 3 milliards et demi d'individus qui seront dans des zones déclarées inhabitables sur la planète. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que c'est, même si on se trompe de moitié, hein, même si ces projections sont erronées de moitié avec une grosse marge d'incertitude, donc ça veut dire qu'il y a encore 1,7 milliard d'habitants qui seront dans des régions où l'homme ne peut pas vivre. L'homme ne peut pas vivre dans ces régions. Donc, en fait, quand on parcourt la littérature, il y a des choses qui nous montrent que ce qui est en train de se passer va très très vite. Donc, en fait, quand on regarde une courbe des températures de l'Holocène, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une anomalie complète. D'ailleurs, moi, quand je vais montrer dans une conférence grand public le problème que pose l'Anthropocène au niveau du climat, je montre la courbe de Marotéal que j'ai mis dans le que sais-je, où en fait on voit la pente qui normalement est naturelle avec le forçage de Milankovitch qui depuis moins 7000 nous amène à un refroidissement. Et tout d'un coup, depuis les débuts de la révolution industrielle, on voit la courbe qui remonte, qui atteint déjà le niveau de moins 3200, hein, moins 3400. Et donc ça va très vite. Hein. C'est cette augmentation exponentielle qui est inquiétante. Et donc après, à l'Éhémien, la Terre connaissait une température supérieure de 2 degrés à l'actuelle. Bon, Christophe, tu connais l'histoire de la planète mieux que moi, mais au niveau, si on remonte à moins 50 millions d'années, on a un pic aussi climatique. Bon, le problème, c'est pas est-ce que la planète a connu des températures plus élevées. Le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la biosphère actuelle? Est-ce que la biosphère actuelle, dont nous faisons partie, va réussir à réagir, à subsister par rapport à un choc thermique de cet ordre-là, à la rapidité avec laquelle ça se passe? C'est surtout la rapidité voilà. Oui. qui est exceptionnelle. Oui, c'est pas la valeur, c'est la rapidité des changements. Michel, Tu voulais intervenir? Dans le même, non, ça va. Dans le même sens, oui, l'importance de cette notion d'anthropocène, je crois qu'on s'en fiche un peu si ça c'est une époque géologique ou c'est un slogan politique. Ça attire l'attention sur le fait qu'on a face à nous des problèmes complexe parce que c'est pas juste des problèmes de changement climatique ou des changements de réseaux hydrologiques, c'est impliqué avec des humains et donc il faut qu'on comprenne ces processus qu'on a vu aujourd'hui, qui sont longues, qui a des racines qui remontent longtemps, même si on ne voit pas encore les résultats. C'est ça qu'on n'a pas simplement juste la capacité d'impacter des échelles spatiales très grandes, mais aussi dans le temps, avec des trajectoires qui ne sont pas prévisibles. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on étudie ces processus sur le long terme. On peut pas faire ça juste en écologie, biologie. Ça implique des sciences de la Terre et ça implique l'archéologie. Une science qui est adéquate pour étudier ces processus
culturel, social et naturel. Donc, voilà. Des questions dans la salle? Oui. Je te donne la parole. Moi, je voudrais juste revenir un instant sur le temps très long. Parce que dans votre communication, Michel, à un moment, vous parliez des premiers homininés. Mais là, est-ce qu'on n'est pas victime de l'illusion rétrospective? Bien sûr, on connaît la trajectoire humaine, on sait d'où on vient. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'à cette époque-là, les premiers homininés avaient un impact sur leur environnement? À mon avis, c'est une espèce parmi d'autres. Ça amène à la question de ce qu'on se percevoir en tant qu'espèce. Et elle n'avait pas, à mon avis, pas plus d'impact que des grands prédateurs carnivores ou autres. Donc, à mon avis, c'est un peu aller loin que d'imaginer que dès cette époque-là, il y avait un impact. Le but de cette diapositive, c'était de nous réinscrire en tant qu'espèce dans l'environnement. Voilà, c'est uniquement ça. Après, à partir du moment où on se considère comme espèce dans l'environnement, on doit tout de suite penser aux interactions qui s'établissent entre ces premiers hominines et puis on doit s'imaginer dans une niche écologique avec des interactions entre toutes les parties prenantes. Espèces, c'est pas spécialement voilà, la nôtre. aussi bien ce qui appartient à la communauté biotique dont nous faisons partie, mais aussi le système Terre, quoi. Voilà. Donc je suis pas en train de dire que l'impact de l'homme au moment de Toumaï est déjà catastrophique, pas du tout. Non, mais je pense que c'est une entrée dans le bain. Voilà, c'est-à-dire que avant toute chose, pour réfléchir à l'Anthropocène, la première des choses, c'est de se sentir comme une espèce animale. Voilà, et de dire j'appartiens à une communauté biotique. Ma vie, elle dépend de cette communauté biotique. Mes racines, elles plongent dans cette communauté biotique. Bon, après, j'aurais pu montrer un arbre phylogénétique qui nous amenait jusqu'à Lucas. Bon, voilà. Mais je pense que ça, c'est vraiment très important pour savoir après quelle lecture du monde on va faire. Est-ce qu'on va faire une lecture du monde qui consiste à en exploiter toutes les ressources, naturelles comme humaines, ou bien est-ce qu'on va faire une lecture du monde qui dit, bon, j'appartiens en fait à toute cette communauté-là. Et si je commence à la détruire, en fait, je commence à me détruire moi-même. C'est ça. Hein? Oui. Donc voilà. Et je pense que quand Darwin, à la fin de la filiation de l'homme en 1871, s'excuse presque de dire « Je regrette, mais j'ai pas d'origine plus fameuse à vous proposer pour l'origine de l'homme, parce qu'il vient de montrer que, en fait, les racines plongent dans le monde animal ». C'est ça, voilà, c'est magnifique. Hein, mais attends, j'ai une deuxième question, mais plutôt alors. Juste pour compléter Darwin, vu qu'il n'est pas arrivé à comprendre l'origine de l'homme, il s'est mis à étudier les vers de terre, son dernier ouvrage, pour bien montrer qu'on fait tous partie d'un monde vivant et que les vers de terre aussi construisent notre environnement. Donc là, on est aussi une espèce. Mais du coup, j'ai une question alors. Bon, si on avance dans le temps, on arrive au Paléolithique supérieur. Et justement, on a beaucoup parlé de la disparition du mammouth. Donc, on en a parlé tout à l'heure en privé. Mais est-ce que vraiment on peut attribuer cette extinction à l'homme? Moi, j'y crois pas trop, dans la mesure où il y avait quand même une densité démographique faible. Et dans la mesure où la chasse au mammouth était assez peu pratiquée. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, spécialiste de la faune? Moi, je vais te faire deux réponses. Premièrement, les données. Deuxièmement, mon idée. Alors, les données, aujourd'hui, c'est simple, on n'en a quasiment pas. C'est-à-dire que de temps en temps, on découvre un mammouth congelé. On a le dernier sur l'île de Wrangel en 4000 BP non calibré. Ce qu'on sait, c'est que la majorité de la grande faune, en tout cas pour l'Europe tempérée, l'Eurasie et l'Amérique, elle a remonté en latitude à peu près de 60-57 jusqu'à, on va dire, 40-45 à peu près. Très rapidement, on a des espèces animales qui sont retrouvées dans leur biome, on va dire pas originel, mais en tout cas où ils étaient, on va dire, avant. C'est le cas du renne qui est remonté, c'est le cas de l'antilope saiga qui s'est trouvé un petit coin à elle en Eurasie, etc. On connaît un peu le rythme avec lequel le mammouth, tout doucement, non pas à la fin du Pléistocène, mais avant. En France déjà, à partir de 30 000, 25 000, il y en a jamais eu beaucoup, mais là il y en a vraiment
plus beaucoup en France. Donc là, on sait que ça remonte et qu'il va repartir. On connaît pas du tout sa progression et donc on peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Ça, ce sont les données. Mon avis, c'est qu'effectivement, à partir du moment du point de vue où la tolérance, en tout cas du point de vue du seuil climatique et du point de vue des températures, là le seuil est franchi pour le mammouth. Je le vois pas, même en Eurasie aujourd'hui, même dans la Sibérie aujourd'hui, déjà à l'Holocène, on a des températures très vite qui ont remonté. Je sais pas quel était son seuil de tolérance, mais à mon avis, ça, la courbe, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça va rester à un plateau, et puis après ça s'effondre. Mais là, pour l'instant, c'est mon avis, donc on n'a pas de données. Et je voudrais dire juste, pour répondre, pour être encore plus clair, je discute pas un problème de terminologie sans intérêt. La terminologie, elle renvoie à une signification. Quand on sépare clairement l'Anthropocène de l'Holocène, on se retrouve, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des communautés de chercheurs qui, dans leur petit coin, étudient leur Anthropocène sans comprendre que l'étude dans le temps long est fondamentale. Mon idée, mais je suis peut-être très optimiste, c'est qu'en laissant l'Anthropocène dans l'Holocène, on fait comprendre aux gens, on les inscrit beaucoup plus facilement dans le temps long. Mais bon, ça, c'est mon espoir. Voilà. Mais c'est pas une terminologie. Non, mais ça, sans sens. je suis d'accord avec toi sur le fait que donner un nom aux choses, ça a une importance. Voilà. Donc ça, c'est clair. Et puis, sur la question du temps long, je crois que c'est vraiment, si on veut comprendre quelque chose à l'Anthropocène, c'est vraiment dans le temps long qu'il faut se placer. Donc là, je te suis de près. Voilà. Merci. C'était juste sur l'Anthropocène, tout ça, la définition. Je suis assez d'accord avec Laure. Je trouve que c'est difficile de justifier la création d'une nouvelle époque. Tout simplement parce que je trouve qu'on n'a pas suffisamment de recul. Et par exemple, c'est un peu bête à dire comme ça, mais si on a une réduction drastique demain matin, de la population humaine, qu'est-ce qui se passe? On aura inventé une époque qui n'existera déjà plus. Donc, on n'a vraiment pas le recul. Ensuite, du coup, ça veut juste dire que la création de l'Anthropocène, c'est la création d'un outil par les chercheurs, un outil politique, pour alarmer, pour expliquer quelque chose qui se passe, parce qu'on a envie que ça change, parce qu'on a vu des choses et qu'on a envie qu'elles changent. Maintenant, scientifiquement, je ne crois pas qu'on puisse effectivement créer une nouvelle époque, même s'il faut continuer à alarmer les gens là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. D'autres questions? Tu as plus ou moins la parole. Bonjour, Bertrand Paoloni, je suis doctorant en histoire des sciences et je m'occupe de la mesure du temps dans la seconde partie du XVIIe siècle. Alors j'étais venu vraiment curieux d'en savoir plus sur l'Anthropocène parce que tout le monde en parle. Alors j'ai appris plein de choses, mais je comprends en tout cas qu'on ne peut pas donner une définition univoque et consensuelle de l'Anthropocène. En revanche, je crois qu'au-delà des questions de terminologie, le terme s'est imposé. C'est assez fascinant et vous l'avez dit vous-même, ça a à peine 10 ans. Le terme a j'ai enlevé le terme a à peine 10 ans et tout le monde s'en est emparé. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres exemples comme ça de termes qui s'imposent, qui passent du monde scientifique, du monde académique vers le grand public. Donc on est déjà d'accord sur un terme. On ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va arriver dans les années à venir, mais on s'est mis d'accord sur un terme et je crois que ce soit les journalistes, le grand public, les scientifiques sont tous d'accord pour l'employer. Et alors, moi, je le vois comme un retour des grands récits, parce que justement en histoire, s'il y a bien quelque chose qui a disparu ces dernières années, c'est les grands récits, on n'y croyait plus, certains ont même parlé de la fin de l'histoire, et là l'Anthropocène serait quelque chose vers quoi tout va converger. Enfin, je vois comme ça, toutes les activités humaines vont converger, enfin, je vois déjà l'Anthropocène, vers quoi mène l'Anthropocène. Et donc ça nous permet de réfléchir de manière globale là où de plus en plus on n'avait que des points de vue très parcellaires et spécialisés. Alors est-ce que ça va devenir une ère géologique? Est-ce que ce sera une période historique? Et dans le cas où il y aurait un effondrement de la population mondiale,
je pense que de toutes les manières, ça nous permettra de penser ce qui se passe, quoi. On peut au moins mettre ce mot-là. Et les batailles qu'il va y avoir autour de ce terme, elles seront fondamentales, et je comprends tout à fait que vous voulez dire non, il faut le garder dans l'Holocène ou pas le garder, mais même si on le conserve dans l'Holocène, le mot Anthropocène va être plus important que le mot Holocène, je crois. Hein. Ça va vraiment devenir un mot, le cadre dans lequel on va pouvoir penser ce qui se passe. Voilà. Donc, encore des débats pour savoir ce que c'est, mais les débats seront nécessaires, et je crois que le mot ne va pas changer de sitôt. Je confirme que le mot Holocène n'est pas connu par les étudiants de première année. Mais Anthropocène, si. Par contre, pour répondre brièvement à votre intervention, surtout à propos de ce terme de grand récit, je crois que jusqu'il y a peu, jusqu'au moment où on a proposé Anthropocène, mais c'est pas tout à fait exact, quoi. Disons que le terme est proposé, mais dans une ambiance conceptuelle qui fait que les scientifiques, même d'autres personnes bien averties, étaient déjà au courant de ce qui était en train d'advenir. Mais en fait, la grande nouveauté, c'est que jusqu'à ce qu'on aborde ce concept d'Anthropocène, en fait, l'humanité, surtout depuis le siècle des Lumières, quand on regarde Condorcet et puis sa publication posthume là, sur les progrès de l'humanité, c'était de croire qu'on pouvait avoir une histoire, qu'on pouvait forger notre propre histoire à travers la notion de progrès, et que, indépendamment de tout, c'était notre histoire, nous-mêmes, c'était nous qui la construisions. Et donc, brutalement, avec l'Anthropocène, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que l'homme, quelle que soit la puissance technologique qu'il a pu acquérir, en fait, il se trouve tout d'un coup face à l'histoire de la nature. Et c'est la nature qui commence brutalement, au moins dans nos concepts humains, à entrer dans notre histoire. En fait, la nature n'a jamais abandonné le terrain histoire, hein. Elle a toujours été présente dans l'histoire des sociétés, mais nous, on a cru qu'on s'affranchissait de la nature, et brutalement, avec l'Anthropocène, la nature, on comprend qu'elle faisait partie de notre histoire et qu'il va falloir se dépêcher de composer avec elle. Voilà. C'est peut-être ça le nouveau grand récit que nous donne l'Anthropocène. Je pensais aussi à un aspect sur le fait que notre communauté, les gens qui travaillent sur le passé, sur les dynamiques des sociétés, les dynamiques socio-environnementales, qui travaillent surtout sur le temps long, comme ça, à reconstituer, à mettre les mains dans les dépôts sédimentaires et dans les formes. Donc clairement, a les clés, cette communauté a les clés pour décrire ces trajectoires, ces racines, percevoir ce qui fait fluctuer, percevoir et démontrer le caractère plus ou moins exponentiel. Et, voilà, donc ça, c'est clair, mais malgré tout, et on peut continuer à creuser pour argumenter encore plus et démontrer encore plus. Par contre, on peut être quelque peu démuni sur le transfert de ça, de ce savoir-là, à la société, au reste de la société, aux autres acteurs de la société, notamment les décideurs et tout ça. Donc là, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais théoriquement, on peut aussi, en fonction du temps qu'on consacre chacun ou collectivement au transfert, aux autres acteurs, théoriquement, on peut avoir une mission, et donc il y a des éléments qui tendent vers, mais on pourrait faire plus, et puis, ou réfléchir à comment on pourrait faire mieux. Et puis aussi sur le côté, puisqu'effectivement on voit cette trajectoire horizon 2070 qui est tout à fait alarmante, voilà, c'est aussi théoriquement encore, puisqu'on est sur des questions d'alternatives, en regardant le passé, on n'a que des alternatives potentielles sous les yeux, enfin on n'a que des schémas, en tout cas, on a fait autrement par le passé, comment ça s'est passé, etc. Donc là encore, théoriquement, si on le souhaitait, si on se donnait les moyens, on pourrait aussi théoriquement jouer un rôle comme acteur-chercheur avec les politiques, les gestionnaires sur ces alternatives qu'il faut mettre sur la table à présent. On voit la communauté aussi, je trouve, en parallèle des climatologues qui ont beaucoup œuvré, qui sont clairement nombreux, mais qui ont beaucoup œuvré, puis qui là sont sur quelque chose de central, névralgique. Potentiellement, ces trajectoires, et donc les gens qui travaillent sur le passé pourraient aussi, devraient, puisque, je suis parti pris quand je dis ça, mais devraient aussi exister encore plus, quoi.
C'est intéressant quand même de voir que le prix Nobel de physique vient d'être coupé en deux et la première moitié de ce prix Nobel de physique vient d'être attribuée à ceux qui ont travaillé pour la première fois sur l'impact des gaz à effet de serre sur le climat. Hein, donc, et pour prolonger votre intervention, je crois qu'à mesure que la nature, qu'on comprend justement que la nature fait partie de notre histoire et que nous devons nous en préoccuper, je crois que c'est clair qu'on a besoin de plus en plus de science. Parce que à mesure que, c'est une histoire de circonférence de cercle, hein, à mesure que croît le cercle de nos connaissances, de l'autre côté, croît aussi celui de notre ignorance. Et donc, à mesure qu'on a la puissance d'impacter la nature, en fait, on doit en même temps, et de plus en plus rapidement, réfléchir à comment restaurer la nature, comment faire en sorte de gommer, au moins pour partie, nos impacts. Et donc, c'est là que tout le travail que l'on fait sur la longue durée, sur le passé, pour comprendre les processus, pour moi, ça a une importance primordiale. Et quand il y a un certain nombre de ces projets qui utilisent le terme de rétro-observatoire, c'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre la nature, on peut essayer de regarder quels sont les processus à l'œuvre aujourd'hui, mais on peut aussi, dans des projets qui combinent à la fois sciences humaines et sciences naturalistes, regarder comment dans la longue durée s'opèrent les interactions entre les écosystèmes terrestres et les sociétés. Comment les deux se interagissent et finalement arriver à mieux comprendre les processus pour ensuite arriver à mieux réagir à ce qui est en train d'advenir. Du coup, c'est parfait parce que ce que je vais dire va prolonger finalement ce petit échange. Je voulais réagir à la base sur les conséquences désastreuses du dérèglement climatique, la question donc des alternatives, parce que je me disais oui, il faut effectivement faire plus d'études climatologiques, plus d'études scientifiques, paléo-environnementales et intégrer la longue durée. Mais moi, je voulais insister sur le fait également qu'il faut surtout faire beaucoup d'études historiques parce que le temps court, c'est aussi une échelle de temps très intéressante pour montrer que c'est pas que de la causalité directe entre une calamité climatique et des conséquences désastreuses. On en a des exemples encore récemment cet été avec des incendies. Je pense en particulier au cas de la Sardaigne, qui a ravagé des milliers d'hectares et où finalement ce qui fait que le feu se déploie, c'est pas qu'une affaire de période particulièrement sèche. Alors il y a une répétition, une fréquence qui est là et liée à ce dérèglement climatique, mais derrière pourquoi le feu s'étend, se propage, c'est la désorganisation des autorités locales, c'est des dysfonctionnements qui sont installés depuis des mois, c'est le fait qu'on a une population dans ce nord-ouest de la Sardaigne qui n'est pas la riche population italienne de l'autre côté de la côte sarde. Tout à l'heure, je parlais de Jean-Pierre Devroy, il fait tout un descriptif des mécanismes des famines en utilisant les travaux des économistes, des historiens et qui ont travaillé sur les famines récentes, où on voit bien que finalement, c'est aussi une question d'accès aux ressources frumentaires et pas du tout uniquement un lien direct avec des problèmes environnementaux et climatiques. Donc je pense que la dimension trajectoire de longue durée environnementale, donc plus naturaliste, est essentielle, mais qu'elle ne doit pas occulter que l'autre dimension plus historique, plus sociétale, et donc sur des temporalités plus resserrées, avec d'autres corps disciplinaires, à mon avis, elle est vraiment autant essentielle, pour pas basculer d'un extrême à l'autre. Peut-être que c'est toujours une affaire de balancier, et puis qu'après on reviendra au milieu, mais voilà, c'était pour compléter sur cette... et peut-être aussi nous donner de l'espoir, parce que c'est-à-dire qu'en termes d'alternatives, c'est pas que des alternatives d'ordre physique et environnemental, mais sur des choses plus faciles à mettre en œuvre. Ouais, je voulais à la suite de ce qu'a dit Magali et surtout de ce qu'a dit Cyril tout à l'heure, tout dépend en fait du point de vue de ce qu'on peut faire du public qui est visé. Moi, je pense que c'est notre premier interlocuteur pour moi, c'est le pouvoir politique. Parce que aller expliquer comment on peut faire dans des conférences grand public ou en tout cas via des associations où vraiment là on peut expliquer tout reprendre de zéro. Je sais pas aujourd'hui en Europe occidentale combien de pourcents d'enfants sont élevés en ville.
mais moi j'ai déjà eu l'occasion de le faire, expliquer les problèmes du changement climatique dans le temps long ou dans le temps court, peu importe, mais comment ça fonctionne, etc., à des enfants, bon, ok, ils voient la campagne en été, leurs parents aussi, etc., mais qui sont profondément urbains, et avant que vraiment on puisse expliquer l'impact autrement que voir des choses horribles à la télé, etc., etc., c'est très compliqué. Donc moi, je pense que pour nous, en tout cas nos interlocuteurs privilégiés, c'est le pouvoir politique, comme ce que j'expliquais tout à l'heure avec le Portugal, qui après a des moyens par rapport à la communauté scientifique démultipliés pour refaire tomber et diffuser l'information dans toute la société, je veux dire, de diverses façons, je pense. Mais de toute façon, même en interlocuteur avec entre la science et le politique, c'est très très compliqué. Là, je me souviens plus, il y a quelqu'un dans l'assistance qui peut éventuellement, si elle est là, me reprendre si je me trompe. Il y a quelques années, ils ont créé à Sciences Po un master qui s'appelle politique environnementale, c'est ça ? Oui, ok. Politique environnementale, où bon, d'après, je pensais que c'était un peu fait, notamment pour ça, c'est-à-dire pour faire remonter ce genre d'informations-là, quelles qu'elles soient, entre les scientifiques et le politique, etc. J'ai regardé un petit peu quel était le contenu des cours, les maquettes, etc., etc. C'est pas du tout, ça correspond pas du tout, d'après ce que j'ai vu, à ce qu'on fait en ce moment. Donc ça veut dire que là, il faut encore faire du travail de ce point de vue-là. Mais je pense que l'idée au départ, elle est bonne, évidemment. Pour répondre ou compléter la remarque de Magali, je suis assez d'accord sur le contexte social, temporel, court, qui explique le choix des sociétés assez différentes. Le dernier ouvrage de Jean-Pierre Anderleux est très explicite là-dessus, montrant les relations entre les sociétés et l'environnement. Sur le temps long et le temps court, et proche de Köhler et tout ça, montrer que les réponses des sociétés ne sont pas faciles à modéliser, puisque ça dépend beaucoup d'un contexte local. Sur quelques années, les feux prennent beaucoup parce qu'on n'a pas entretenu la forêt jusqu'à maintenant pour des problèmes économiques. Donc tout est lié, et donc des approches comme le propose Sander, au moins d'un point de vue théorique, sont importantes parce qu'elles intègrent des systèmes complexes. On n'est pas là pour dissocier, on est là pour intégrer et donner des explications. C'est-à-dire que Sander, ou ce que tu donnes, c'est parce qu'on n'a pas entretenu la forêt que les feux se sont développés. Donc on a quand même des éléments de réponse, parce que souvent on reste sur des visions assez larges en disant bah, c'est des processus naturels ou politiques. Là, il faut essayer de déterminer les processus. Et donc je trouve que c'est assez intéressant comme approche, puisque ça permet d'analyser les sociétés anciennes ou les sociétés contemporaines ou le problème de l'Anthropocène, qui est évidemment bien plus complexe. Mais il faut essayer de trouver quels sont les processus mis en jeu qui expliqueraient les phénomènes que l'on observe. Et je dirais aussi, pour prolonger votre remarque, que quand on parle du temps long, on ne fait pas du tout abstraction de l'histoire. Hein. Et surtout quand on est naturaliste, en fait, il faut bien comprendre que pour calibrer les indicateurs que nous utilisons pour reconstituer les paléo-environnements, leur trajectoire, pour les calibrer, on travaille dans le présent. Donc c'est l'observation du présent qui nous permet de calibrer nos indicateurs. Donc le passé très récent est extrêmement important pour nous. Et d'autre part, je crois que quand on parle d'anthropocène, c'est d'autant plus difficile parce que pour intégrer toutes ces dimensions temporelles, mais il y a aussi les dimensions spatiales, en fait, on est constamment amené à jongler avec les échelles de temps et d'espace. C'est vraiment ça. On est dans des systèmes très complexes. Hein, donc, qu'on les envisage à l'échelle globale ou qu'on les envisage à l'échelle locale, on est dans des systèmes complexes. Il faut tenir compte des emboîtements d'échelle, encore une fois, au niveau de la temporalité, mais aussi au niveau de la spatialité. Voilà, donc, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez. Oui. Moi, j'ajouterais effectivement que les facteurs que vient de numérer Magali sont évidemment invisibles pour l'archéologue.
La principale difficulté de notre métier et de celui de géographe, géomorphologue, environnementaliste du passé, c'est précisément qu'on essaie de jongler entre des faits observés, mesurés, que ce soit sur le temps court, long, échelle locale, régionale ou autre, mais aussi de les interpréter. Donc, et c'est là où le passage de l'observation à l'explication est compliqué parce qu'il nous manque tous les maillons intermédiaires qui sont ce qu'on résume par le terme de causalité ou de corrélation, si vous voulez. Certes, il y a à un moment une augmentation de la température, une diminution du peuplement, mais est-ce que les deux sont corrélés? Et si oui, est-ce que les habitants sont partis parce qu'il faisait trop froid, ou parce qu'ils en avaient marre d'avoir trop froid, ou parce que quelqu'un leur a dit mais allez, venez, j'ai connu un endroit où il fait meilleur et on s'ira mieux. Alors il y a toutes ces dimensions presque anecdotiques, je dirais, qui échappent à l'archéologue, aux archéologues que nous sommes, et que l'historien peut nous inspirer. Après, évidemment, le risque, c'est comment éviter la spéculation. Parce que quand on projette les situations présentes au passé, on risque souvent de dériver vers la spéculation. C'est un équilibre délicat qu'il faut essayer de tenir en multipliant l'observation. Donc, moi, je suis une adepte de la multiplication de la donnée, comme tous ici, avant de commencer à construire les modèles. Il faut nourrir les modèles avec des bonnes données et réfléchir. C'est typique de ce que l'on fait en paléoclimatologie, hein. Par exemple, quand on croit avoir établi une courbe de variation du climat dans le passé à partir d'un indicateur, pour tester sa fiabilité, on la croise avec celle obtenue à travers d'autres données. Donc en fait, c'est la diversification des types de données qui nous permet d'établir une relation de cause à effet. Et bon, d'ailleurs, pour parler d'Anthropocène et de l'aspect plus récemment, plus près de nous, des pollutions de l'environnement et des conséquences médicales, c'est extrêmement difficile avec le nombre de substances chimiques qui sont répandues aujourd'hui dans l'environnement, d'établir des liens de cause à effet entre cette pollution de notre environnement, des écosystèmes terrestres, et un certain nombre de maladies qui surgissent. Donc ça, travailler sur les relations de cause à effet est très très difficile. D'autres questions? Céline Tomzik. J'ai une question un peu beaucoup plus scientifique sur cette histoire. Je m'excuse, je suis arrivée un petit peu de route, donc peut-être que vous l'avez évoqué. J'ai le souvenir assez marquant de conférences à la SGF sur le fameux clou d'or. Entre autres, où est-ce qu'on mettrait la limite? Alors, c'était très, il y avait beaucoup d'idées, et en fait, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'on pense énormément à l'environnement dans lequel on évolue, donc l'atmosphère, la surface terrestre, etc. Mais qu'en fait, la plupart des limites, que ce soit qu'on parle d'étages ou d'époques géologiques, elles sont marquées dans les océans. C'est 70% de la surface de la planète. C'est là où il y a la sédimentation qui est le plus marquée. C'est là où on va plus facilement observer aussi les variations de populations, d'espèces animales, des grandes crises, etc. Et ma question, c'était, est-ce que, au final, c'est peut-être pas justement cet aspect-là qu'on verra le mieux dans plusieurs millions d'années, si vraiment il y avait une crise ou pas? Est-ce que c'est peut-être pas justement tout cet aspect de variation des océans qui serait peut-être l'un des grands marqueurs oubliés quand on étudie parfois justement cet aspect de l'Anthropocène? Oui, je crois que... Bon, je sais pas, vous voulez proposer une réponse? Non. Okay. Il y a... Le nom m'échappe.
un géologue qui a proposé comme marqueur, comme clou d'or, hein, c'est bien ça la question que vous... d'évoquer le plastique. Voilà. Et en fait, le marqueur stratigraphique de l'Anthropocène serait le plastique. Vous savez qu'en 2015, on avait déjà produit de quoi emballer une fois le globe terrestre. D'ici 2050, sur la pente actuelle que nous suivons, on aura produit de quoi emballer 8 fois le globe terrestre. Il y a un article qui est sorti l'année dernière qui a retrouvé des nanoparticules de plastique dans le placenta de femmes italiennes. Voilà. Donc, du plastique, il y en a partout. Vous allez dans une zone déclarée parc naturel dans les Alpes du Nord, en France. Vous faites des échantillons aussi bien dans l'eau du lac que dans les sédiments en profondeur. Il y a des nanoparticules de plastique. Voilà. Donc voilà, c'est peut-être ça le marqueur. Mais bon, il faut vivre assez longtemps, comme vous l'évoquiez, pour s'assurer que ça aura bien marché, quoi. Voilà. Oui. Oui, oui. Oui, ça. Oui, oui. On a toujours utilisé les sédiments marins parce que c'est ceux qui, d'un point de vue archive géologique, se conservent le mieux. Mais là, sur des périodes récentes, que tu ailles dans les fonds marins, que tu ailles dans les sols, que tu ailles dans les lacs, on a les marqueurs partout. Je vous le donne en ligne. Aussi, le clou d'or de l'Holocène, qui a été défini en 2008, se trouve dans les couches de glace du Groenland. Voilà. C'est une des couches annuelles dont je vous parlais dans ma présentation, qui correspond à moins 11 750, qui est déclaré, par rapport à nous, qui est déclaré comme étant le début de l'Holocène. Bon, quid si on a un emballement du climat qui provoque la fonte du Groenland, on aura perdu le clou d'or de l'Holocène. Oui, mais on a déjà beaucoup perdu de clous d'or sur le Cinémurien, étage obscur du Jurassique, qui est dans la gare de Semur-en-Ossois, et cette gare-là est désaffectée, et on ne peut plus voir le clou d'or qui a été posé au 19e siècle, mais ça change rien à la connaissance du Cinémurien, et on n'a pas besoin d'un clou d'or pour faire de l'histoire géologique maintenant. Mais ça permet de faire des excursions pour les géologues, c'est déjà ça. À proximité de Bonne-Cave. Exactement. Bien, je pense qu'on a déjà un petit peu débordé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et d'avoir animé ce débat. Et je remercie beaucoup Michel d'avoir écrit ces livres et de nous avoir présenté sa vision de l'Anthropocène et voir la place que l'archéologie peut avoir dans ces discussions sociales actuelles. Merci pour toutes ces discussions. Voilà.